Mais dans l'ombre, les vrais maîtres de ce monde négocient avec une précision chirurgicale, sans attachement émotionnel, sans peur de perdre, sans l'obsession d'être aimé. Ce que Machiavel a compris, et que toi, tu dois enfin apprendre, c'est que la négociation est un terrain de guerre voilé par les apparences de courtoisie. Chaque mot pèse, chaque silence est un piège, chaque sourire peut dissimuler une exécution lente. Si tu n'as pas de stratégie, tu deviens l'opportunité de celui qui en a une. Dans ce monde hostile, tu dois désapprendre la soumission tranquille et apprendre à penser comme un souverain encerclé. Cette masterclass va t'enseigner comment négocier comme un prince au cœur du chaos, sans pitié, sans trembler, sans jamais baisser les yeux. Tu vas comprendre les mécanismes invisibles qui dominent l'échange humain, les stratégies que même le FBI et Harvard étudient, et les pièges que Machiavel aurait esquivés sans un mot. Reste jusqu'à la fin, car une vérité t'attend. Une vérité que tu ressens déjà au fond de toi, mais que tu n'as jamais osé formuler. Et si tu veux aller plus loin dans cette exploration, abonne-toi maintenant et active les rappels. Enfin, écris en commentaire « Je refuse de négocier en m'excusant d'exister ». Lorsque Machiavel écrit « Le Prince » au XVIe siècle, l'Europe est un terrain de manœuvre politique impitoyable, où le pouvoir change de main au gré des trahisons, des alliances secrètes et des guerres invisibles. Il observe un monde où les règles affichées ne sont jamais celles qui gouvernent en secret. Sa philosophie naît d'un constat dérangeant. Les hommes n'agissent pas selon la morale, mais selon l'intérêt, la peur ou la nécessité. Pour lui, négocier n'est pas un acte de bienveillance, mais un acte de domination masquée. Il comprend que toute négociation est une lutte d'ombre entre désirs opposés, où la vérité ne compte que si elle peut servir. À la même époque, d'autres esprits comme Balthazar Gracian ou Sun Tzu, dans une autre culture, posent des fondations similaires. Le langage est une arme et le silence un levier. Mais l'héritage de Machiavel a été trahi. Il a été caricaturé comme un cynique sans cœur, alors qu'il révélait simplement ce que les puissants savent, mais ne disent jamais. Aujourd'hui, dans notre époque qui prône la transparence, l'inclusivité et l'authenticité à tout prix, cette vérité fait peur, car elle dévoile que sous les couches de politesse, de démocratie et de bienveillance, la négociation reste un champ de guerre psychologique. Et si tu n'en comprends pas les règles, tu es déjà en train de perdre, même en souriant. Ce que tu vas découvrir n'est pas une stratégie pour convaincre, mais une reprogrammation mentale pour ne plus être manipulé. Négocier sans pitié commence toujours par un changement intérieur. Avant de prononcer le moindre mot, c'est ton état mental qui parle à ta place. Tu peux lire tous les livres de persuasion. Si tu n'as pas compris les mécanismes intérieurs qui sabordent ton autorité, tu resteras vulnérable. Voici les 7 fondations que tu dois reprogrammer en toi avant d'entrer en négociation. Le premier principe que tu dois comprendre pour négocier dans un monde hostile, c'est que la peur du rejet fausse toutes tes décisions. Tant que tu crains d'être mal vu, mal compris ou abandonné, tu négocies pour être aimé et non pour atteindre un objectif. Tu cherches à adoucir l'échange, à ménager l'autre, à arrondir les angles, et tu crois que cela te rend sage ou diplomate. En réalité, tu es guidé par un besoin inconscient d'être validé. Et ce besoin t'affaiblit dès le premier mot. Il rend ton discours incertain, ton regard fuyant, ton ton conciliant. L'autre le sent, même sans le formuler. Il sent que tu es prêt à trop donner pour ne pas être rejeté. Alors il pousse, il teste, il demande plus. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est la loi du rapport de force. Celui qui ne supporte pas de déplaire devient négociable. La peur du rejet t'amène à justifier tes demandes, à les reformuler, à les amoindrir, à finir tes phrases par « si tu veux » ou « je comprends si c'est trop ». Mais une vraie négociation ne commence que lorsque tu es capable de poser une parole tranchante sans trembler, même au risque d'être haï. Machiavel l'avait compris, la crainte qu'on inspire est plus stable que l'amour qu'on mendie. Et cela ne veut pas dire devenir cruel, mais devenir clair. Chaque fois que tu retiens une exigence par peur de déplaire, tu nourris un poison en toi.
Tu t'éloignes de ce que tu veux vraiment. Tu perds. Négocier, c'est renoncer à l'approbation pour embrasser le réel. Le deuxième principe que tu dois saisir, c'est que le silence bien placé vaut 1000 arguments. Dans la panique de convaincre, tu crois que parler davantage, c'est montrer que tu maîtrises. Tu déroules tes idées, tu expliques tes raisons, tu anticipes les objections, tu parles pour combler l'espace, pour empêcher l'autre de refuser. Mais plus tu parles, plus tu révèles ton besoin d'acceptation. Plus tu t'exposes, plus tu invites à être contredit. Le silence, lui, est une architecture invisible qui impose une tension. Il crée un vide que l'autre cherche à combler. Il oblige ton interlocuteur à révéler ce qu'il pense vraiment. Dans une négociation, celui qui parle le plus perd souvent, car il s'épuise à convaincre alors que l'autre observe, jauge, prépare son angle d'attaque. Le silence, utilisé au bon moment, devient un levier. Il provoque le doute chez l'autre. Il l'oblige à justifier ce qu'il voulait imposer. C'est une posture stratégique, pas un retrait. Il ne s'agit pas d'être passif, mais de choisir les moments où ton silence devient un écho plus puissant que n'importe quel discours. Machiavel disait que parfois, l'absence de réaction est une punition suffisante. Garde ton énergie. Laisse les mots venir à toi. Et quand tu parles, fais-le pour frapper, pas pour combler. Le troisième principe que tu dois assimiler, c'est que trop expliquer, c'est déjà supplier. Derrière l'envie d'expliquer, il y a souvent une peur d'être mal compris ou une volonté d'apaiser le conflit. Mais l'excès d'explication affaiblit ton autorité. Plus tu expliques, plus tu démontres que tu veux convaincre à tout prix. Tu t'imagines être logique, rationnel, bienveillant. Mais en réalité, tu essaies d'acheter la validation de l'autre avec des arguments. Et dès cet instant, tu négocies en position de demande. Dans le monde réel, ceux qui possèdent réellement le pouvoir n'expliquent que très peu. Ils posent des décisions. Ils laissent les autres interpréter, deviner, s'adapter. Le besoin de tout justifier révèle une faille intérieure. Tu veux être compris au lieu d'être entendu. Mais le langage du pouvoir est plus brut, plus tranchant. Un leader n'explique pas ses limites, il les incarne. Un roi ne justifie pas son silence, il l'habite. En expliquant trop, tu révèles tes peurs, tu étales tes insécurités. Tu invites à la négociation là où il aurait fallu poser une frontière nette. Apprends à dire non sans commentaire. Apprends à poser une condition sans trembler. Moins tu expliques, plus ton message résonne. C'est contre-intuitif, mais c'est fondamental. Le quatrième principe que tu dois intégrer, c'est que la pitié est l'arme secrète de ton adversaire. Il y a une chose plus redoutable que l'agression frontale dans une négociation. C'est l'appel à ta morale, à ta compassion, à ton sens du sacrifice. Certains n'attaquent que pas. Ils s'effondrent devant toi. Ils deviennent faibles, blessés, vulnérables. Et sans t'en rendre compte, tu te retrouves à céder, non parce qu'ils avaient raison, mais parce que tu ne supportais pas de les voir souffrir. La pitié désarme ceux qui n'ont pas guéri de leur propre culpabilité. Elle touche une corde morale qui fausse toute stratégie. Machiavel savait que les larmes sont parfois plus puissantes que les armes. Celui qui sait se montrer victime au bon moment peut retourner la table. Tu dois te poser une seule question. Est-ce que je cède parce que l'autre a raison ou parce que je veux soulager ma propre tension intérieure? La vraie noblesse n'est pas de toujours aider, mais de discerner quand aider détruit l'équilibre. Une négociation est un équilibre de force. Si tu cèdes par pitié, tu déséquilibres tout. Et l'autre, même inconsciemment, apprendra que ta faiblesse est exploitable. Le cinquième principe que tu dois affronter, c'est que toute émotion non maîtrisée devient une dette exploitable. La colère, la frustration, l'euphorie, la déception, tout ce que tu ressens, si tu ne le maîtrises pas, se voit. Et tout ce qui se voit peut être utilisé contre toi. L'autre ne te le dira pas. Il ne te dira pas qu'il voit ton agacement, ton impatience, ton empressement à conclure. Mais il ajustera ses attaques, ses silences, ses délais, ses mots. Il te fera attendre juste un peu plus. Il proposera un détail en trop. Il te fera parler encore. Car l'émotion diminue ta lucidité. Elle te pousse à agir trop vite ou trop tard. Dans une négociation, chaque émotion visible est une carte qu'on retourne trop tôt.
et celui qui voit ton jeu a déjà gagné. Maîtriser tes émotions ne veut pas dire les nier, mais les canaliser. Reste froid. Observe-toi. Sois lucide sur ce qui monte en toi. Car à partir du moment où tu réagis, tu n'es plus dans la stratégie, tu es dans la réactivité. Et la réactivité, c'est la mort du pouvoir. Le 6e principe que tu dois incarner, c'est que le pouvoir ne se demande jamais. Il s'impose sans justification. Le simple fait de demander une faveur, une permission, une reconnaissance, place ton esprit dans une posture d'attente. Tu espères que l'autre te donnera ce que tu désires. Tu crois que c'est une négociation, mais c'est déjà une supplication. Le pouvoir ne se mendie pas, il se manifeste par la clarté de ta présence, la fermeté de ta parole, la précision de tes limites. Machiavel l'a démontré, les grands dirigeants ne cherchent pas à être acceptés, ils créent les conditions dans lesquelles leur autorité devient une évidence. Dans une négociation, il ne s'agit pas de convaincre que tu mérites, mais de faire comprendre que ce que tu proposes est la seule voie rationnelle. Tu n'implores pas, tu structures. Tu ne débats pas, tu cadres. Cela implique une transformation intérieure radicale. Tu dois renoncer au besoin d'être vu comme raisonnable, gentil, juste. Tu dois accepter de déranger, de bousculer, de faire peur si nécessaire. Car dans les jeux de pouvoir, ceux qui ne s'imposent pas sont absorbés. Apprends à parler comme si ce que tu proposes était déjà une réalité. Ne laisse aucun espace à l'hésitation. Ne pose pas de questions là où une affirmation suffit. Celui qui impose son cadre est toujours en avance sur celui qui s'ajuste encore. Le monde appartient à ceux qui ne doutent pas au moment de poser leur vision sur la table. Le 7e principe que tu dois retenir, c'est que négocier, c'est obliger l'autre à choisir entre 2 contraintes, jamais entre liberté et confort. Une erreur fatale dans toute négociation, c'est de proposer à l'autre un choix qui inclut le confort. Tu dis « tu peux faire ceci » ou « rien du tout ». Et l'autre choisit naturellement « rien du tout ». Car entre effort et confort, l'être humain opte pour le confort. Mais entre 2 contraintes, il doit choisir. C'est là que réside l'essence du pouvoir stratégique. Formuler les options de façon à orienter le choix sans jamais l'imposer frontalement. Machiavel savait que l'art de gouverner ne repose pas sur l'autorité brute, mais sur la capacité à construire des scénarios où la moindre résistance conduit à l'issue souhaitée. Dans une négociation, tu dois créer des alternatives fermées, où chaque voie implique une perte ou un effort, mais où l'une est clairement moins douloureuse que l'autre, et c'est celle-là que tu veux faire accepter. Cela demande de la préparation, de la lucidité, du sang-froid. Ne dis jamais « je te laisse libre ». La liberté offerte dans un cadre mal construit devient une fuite pour l'autre. Dis plutôt « voici les 2 chemins ». Et veille à ce que les 2 mènent à ton objectif, même si l'un est plus sinueux. Tu ne manipules pas, tu encadres. Et plus encore, tu assumes que dans un monde hostile, le confort ne produit aucun changement. Ce que tu veux obtenir doit être plus inconfortable à refuser qu'à accepter. C'est là que commence la vraie négociation. Comprendre les fondations d'une négociation ne suffit pas. Tu dois maintenant plonger dans les couches profondes, là où les mots ne disent plus ce qui est, mais ce qu'on veut dissimuler. Cette partie dévoile les vérités silencieuses, dérangeantes, presque invisibles, qui régissent les décisions humaines. Si tu les ignores, tu négocies à l'aveugle. Si tu les vois, tu deviens dangereux. La première vérité que tu dois affronter, c'est que les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent préserver leur fiction intérieure. Tu crois que pour convaincre, il faut dire ce qui est juste, montrer la réalité, amener les faits. Mais les êtres humains ne vivent pas selon la réalité. Ils vivent selon le récit qu'ils ont construit pour survivre à leur propre histoire. Et ce récit est sacré. Il est parfois erroné, parfois illogique, souvent toxique, mais il est leur refuge. Lorsque tu entres dans une négociation, tu n'entres pas en dialogue avec une personne lucide. Tu fais face à une structure mentale protégée par des années de justification, de blessures et de peurs camouflées. Si tu proposes une idée qui menace cette fiction, tu seras rejeté, même si tu as raison. C'est pourquoi Machiavel ne cherchait jamais à éduquer l'autre. Il cherchait à lui laisser croire qu'il avait gagné, tout en l'enfermant dans une logique où ses intérêts étaient déjà redirigés.
Pour négocier avec quelqu'un, tu dois comprendre quelle histoire il se raconte et entrer dans cette histoire, non pour la briser, mais pour y semer une nouvelle graine. La vérité, brutale et nue, ne transforme personne. Ce qui transforme, c'est une vérité enroulée dans la soie des illusions de l'autre. Apprends à parler dans le langage de la fiction qu'il s'est construite. Ne dis pas « voici ce qui est juste ». Dis plutôt « tu sais que tu vaux mieux et voici comment tu peux le prouver ». Ne combats pas le mensonge de front. Frappe là où la structure commence à trembler d'elle-même. La deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que celui qui contrôle le cadre de la discussion contrôle l'issue sans imposer une seule idée. Le pouvoir, dans une négociation, ne vient pas de ce que tu dis, mais de l'endroit mental où tu places l'autre pour qu'il t'écoute. Le cadre, c'est l'environnement invisible de l'échange, qui décide du sujet, du timing, de l'urgence, de la posture émotionnelle. Si tu arrives dans un cadre imposé par l'autre, par ses règles, son rythme, ses enjeux, tu es déjà piégé. Même si tes idées sont brillantes, elles sont perçues à travers son filtre. Machiavel ne cherchait jamais à vaincre l'ennemi dans son propre château. Il le faisait sortir, lentement, pour l'obliger à négocier sur un terrain instable. Dans ta vie, cela signifie que tu dois apprendre à poser d'abord les règles du jeu. Ce n'est pas une question de domination visible, mais de présence invisible. Celui qui fixe l'intention de la conversation prend le dessus, même en silence. Pose les premières questions. Choisis le lieu, le moment, le ton. Oriente la discussion vers ton territoire symbolique. Et plus encore, commence toujours par redéfinir ce qui est en jeu. Si l'autre pense que vous discutez d'un contrat, mais que tu le cadres comme une vision à long terme, c'est toi qui détiens l'avenir du dialogue. Le cadre, c'est l'architecture psychologique. Maîtrise-le, et tu n'as plus besoin d'arguments. La troisième vérité que tu dois intégrer, c'est que tout être humain agit selon la peur qu'il tait, pas selon la valeur qu'il affiche. Tu vois des gens sûrs d'eux, assertifs, stratèges. Ils parlent de vision, de principe, de respect. Mais ces mots masquent presque toujours une peur bien plus ancienne, bien plus primitive. Et c'est cette peur-là qui guide leurs décisions. Certains veulent dominer pour ne plus jamais être humiliés comme ils l'ont été dans l'enfance. D'autres veulent la paix parce qu'ils redoutent la solitude. D'autres encore veulent la reconnaissance parce qu'ils n'ont jamais été assez. Dans une négociation, celui qui sait entendre la peur derrière les mots entend la vérité que l'autre ignore lui-même. Tu dois écouter ce que l'autre ne dit pas. Ses hésitations, sa posture, ce qu'il répète, ce qu'il évite. La peur est un levier d'or. Elle révèle les angles morts, les urgences masquées, les concessions possibles. Machiavel savait que la peur est l'architecte de toute stratégie humaine. Il ne méprisait pas cette peur, il l'utilisait. Si tu veux négocier avec un dirigeant, identifie ce qui lui fait peur. L'échec, le ridicule, la perte de contrôle. Et montre-lui que ce que tu proposes est la meilleure manière d'éviter cette douleur. Tu ne manipules pas, tu libères l'énergie là où elle se débat en secret. La quatrième vérité que tu dois observer, c'est que la loyauté est une façade instable quand l'intérêt personnel est en jeu. Tu crois qu'un accord repose sur la confiance. Tu crois que la loyauté est la base de toute relation durable. Mais la vérité, c'est que la loyauté est fragile. Elle tient tant qu'elle ne coûte rien. Elle cède dès que le prix devient trop élevé. Dans une négociation, tu dois toujours supposer que la loyauté affichée de l'autre est un masque, non une promesse. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est humain. L'être humain est capable de trahir, en silence, par omission, par justification intérieure, sans même se sentir coupable. Machiavel disait que la parole donnée est secondaire par rapport à l'intérêt vital. Cela ne signifie pas que tu dois vivre dans la paranoïa, mais tu dois construire des accords qui n'exigent pas la loyauté pour fonctionner. Tu dois structurer la négociation de sorte que même si l'autre veut te trahir, il y perdrait trop. Ne cherche pas la fidélité. Crée des structures d'intérêt partagées. Crée un système dans lequel trahir serait un suicide stratégique. Et rappelle-toi, les mots n'engagent rien. Seuls les sacrifices réels, les concessions concrètes, les actes répétés créent une loyauté solide.
Tout le reste n'est qu'émotion temporaire. La cinquième vérité que tu dois reconnaître, c'est que le langage est une forme d'hypnose subtile. Celui qui le maîtrise peut déplacer les frontières mentales. Les mots ne décrivent pas seulement le monde, ils le sculptent. Chaque mot porte une image, une émotion, un pouvoir d'encodage. Et dans une négociation, celui qui choisit les bons mots oriente la perception de l'autre, même à son insu. Tu peux dire « ce projet est risqué » ou « ce projet est ambitieux ». La réalité est la même, mais le mot oriente la réaction. Tu peux dire « tu me dois » ou « nous avons un lien fort ». Tu peux dire « je veux être clair » ou « je veux t'apporter une vision stable ». Le langage agit comme une suggestion mentale. C'est un art d'influence discret, mais redoutable. Machiavel ne parlait jamais en affirmant des vérités rigides. Il suggérait, il insinuait, il formulait l'inévitable comme une invitation douce. Tu dois apprendre à nommer les choses non pour convaincre, mais pour repositionner l'état mental de l'autre. Cela demande de la finesse, du silence intérieur, de l'écoute, et surtout, cela demande de sortir des mots habituels. Ce que tu dis doit t'ouvrir un espace nouveau. Sinon, tu ne fais que répéter le conditionnement général. La sixième vérité que tu dois accepter, c'est que ce que tu tolères une fois, tu viens de l'enseigner comme une règle. Dans toute négociation, le moment le plus dangereux n'est pas le conflit, mais la concession silencieuse que tu crois sans conséquence. Tu tolères un ton déplacé, un retard, un changement de condition, un oubli minime, et tu te dis que ce n'est rien. Mais l'autre enregistre cette tolérance comme une autorisation implicite. Tu viens d'enseigner, sans le dire, que cette faille peut être exploitée. Ce que tu acceptes aujourd'hui devient une norme demain. Machiavel savait que les règles tacites sont plus puissantes que les lois écrites. Tu n'as pas besoin de dire « oui » pour céder. Ton silence, ton sourire, ton absence de réaction parlent pour toi. Le vrai pouvoir ne se manifeste pas dans les grandes décisions, mais dans la fermeté invisible face aux micro-transgressions. Et cette fermeté ne doit pas être brutale, elle doit être immédiate, constante, prévisible. Si tu laisses passer une faille, tu renforces l'idée que ton cadre est négociable. Ce que tu tolères une fois, tu invites à le répéter. L'autre n'est pas toujours malveillant. Il est simplement conditionné à tester les limites. C'est un réflexe humain. Dans une négociation, tu dois penser comme un architecte. Chaque pierre posée doit résister au poids du temps. Ne pose jamais une brique fragile, car si elle cède, tout l'édifice tremble. La cohérence est ta meilleure arme. Et la cohérence commence par ce que tu refuses de laisser passer, même une seule fois. La septième vérité que tu dois incarner, c'est que la vraie force n'est jamais visible. Elle se reconnaît à la manière dont le monde commence à s'ajuster sans que tu parles. Il y a une forme de pouvoir qui ne s'exprime ni dans les mots, ni dans les gestes, ni dans les titres. C'est une présence intérieure qui déplace les lignes par sa seule stabilité. Ceux qui détiennent cette force n'ont pas besoin de convaincre. Les autres sentent qu'ils ne peuvent pas les déstabiliser. Ils imposent sans parler, ils orientent sans forcer, ils attirent sans supplier. Cette force vient de la maîtrise de soi, de l'ancrage dans une vision claire, d'une paix intérieure plus forte que la peur de perdre. Dans une négociation, c'est ce pouvoir-là qui change tout. Tu n'as pas besoin de parler fort. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu n'as même pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu dois simplement incarner un niveau de clarté et de solidité que l'autre ne peut pas ignorer. C'est ce que Machiavel appelait la majesté tranquille du pouvoir, une aura qui fait que les autres adaptent leur comportement sans que tu aies à lever la voix. Le monde commence à se plier doucement autour de toi, non par soumission, mais par reconnaissance implicite de ta constance. Et cette constance se construit dans le silence, dans les décisions quotidiennes, dans les refus discrets, dans les limites que tu poses sans haine. C'est là que se forge le vrai pouvoir, non dans l'apparence, mais dans la gravité de ton être. Tu as compris les fondations, tu as vu les vérités. Maintenant, tu dois passer à la pratique. Une négociation impitoyable ne repose pas sur l'agressivité, mais sur des mouvements internes précis, presque invisibles. Ce sont ces gestes mentaux, ces choix silencieux, ces postures maîtrisées
qui retournent un échange en ta faveur sans que l'autre s'en rende compte. Voici les 7 techniques à intégrer. La première technique que tu dois apprendre, c'est l'ancrage invisible. Poser le cadre avant même que l'échange commence. La plus grande erreur que tu puisses faire, c'est de commencer une négociation en répondant à une demande. Dès l'instant où tu entres dans le cadre de l'autre, tu perds ton centre. L'ancrage invisible consiste à poser le tien, avant même que les mots commencent. C'est un travail qui débute bien en amont. Ton langage corporel, ton regard, ton ton de voix, la manière dont tu t'assois ou dont tu restes debout, tout cela parle avant toi. Mais au-delà du corps, c'est ton intention qui façonne le chant. Tu dois savoir exactement ce que tu veux, ce que tu n'accepteras pas, et surtout ce que tu veux faire ressentir à l'autre. Tu n'es pas là pour négocier à égalité, tu es là pour poser un terrain sur lequel l'autre devra se repositionner. Cela ne se fait pas en imposant, cela se fait par présence. Si tu arrives avec une énergie d'urgence ou de justification, tu donnes l'avantage. Si tu arrives avec une stabilité froide, tu imposes inconsciemment un changement de dynamique. Machiavel aurait dit « Avant d'ouvrir la bouche, assure-toi que le trône est déjà sous toi. » Car c'est ça, l'ancrage invisible. Créer un espace où tu es perçu comme le centre, sans avoir à le dire. Et cela change tout dans l'échange à venir. La deuxième technique que tu dois pratiquer, c'est le silence calculé. Laisser l'autre se révéler sans le guider. Tu as été formé à parler, à remplir les blancs, à montrer que tu es préparé. Mais dans la négociation machiavélienne, le silence est une arme plus tranchante que le discours le plus brillant. Le silence crée une tension, une attente, un vide que l'autre cherche à combler. Et dans ce besoin de remplir, il se dévoile. Il donne trop, il justifie, il révèle ce qu'il aurait voulu cacher. Le silence calculé, ce n'est pas l'absence. C'est une posture active d'observation. C'est un piège mental que tu tends sans hostilité. Tu l'utilises après une phrase clé, après une objection, après une offre. Tu regardes, tu attends, tu laisses le silence parler à ta place. Et plus encore, tu le tolères. Car la majorité des gens détestent le silence. Ils paniquent, ils cèdent, ils reprennent la parole trop tôt. Toi, tu restes, tu laisses l'inconfort s'installer, tu maîtrises la lenteur, tu forces l'autre à se montrer. Machiavel comprenait que le silence est un révélateur. Il n'impose rien, mais il révèle tout. Ne cherche pas à convaincre. Crée un vide. Observe ce qui cherche à le remplir. La troisième technique que tu dois maîtriser, c'est la redirection froide. Répondre sans jamais justifier. Quand l'autre te questionne, t'accuse ou cherche à t'atteindre, ton premier réflexe est de répondre pour te défendre. Tu veux clarifier, apaiser, prouver que tu es cohérent. Mais à l'instant où tu te justifies, tu reconnais implicitement que tu dois quelque chose. Tu entres dans sa logique, tu joues sur son terrain. La redirection froide est un art subtil qui consiste à ne jamais répondre dans le cadre imposé, mais à déplacer la conversation vers un autre angle, plus solide, plus avantageux. Cela demande de garder ton calme, de ne pas réagir à la provocation, de répondre par une question ou une déclaration qui change le centre de gravité de l'échange. Par exemple, au lieu de te défendre sur une critique, tu peux simplement dire « Tu as le droit de penser cela » et ramener la discussion sur les faits concrets. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la maîtrise. Tu ne laisses jamais l'autre t'emmener là où il veut, tu rediriges. Et tu le fais sans chaleur inutile, sans agressivité non plus, froidement, stratégiquement, comme un fleuve qui change de lit sans faire de bruit. Machiavel savait que se défendre, c'est reconnaître une faille. Mais rediriger, c'est garder la main sans lever l'arme. La quatrième technique que tu dois aiguiser, c'est l'affaiblissement stratégique. Identifier le talon d'Achille émotionnel de ton interlocuteur. Tu ne peux pas négocier efficacement sans comprendre où l'autre est faible. Et cette faiblesse n'est presque jamais dans ses arguments. Elle est dans son inconscient. Il peut être solide sur les chiffres, les faits, les idées, mais vulnérable à l'humiliation, au rejet, à la pression sociale, à la perte d'image. Ta mission n'est pas de l'attaquer sur ses failles, c'est de les voir, de les nommer intérieurement, et d'en tenir compte dans chaque mot que tu poses. Quand tu touches une zone émotionnelle sensible, volontairement ou non, tu déclenches des réactions disproportionnées. L'autre s'agite, se ferme, perd sa stratégie.
tu peux alors l'orienter plus facilement. Machiavel disait que gouverner, c'est connaître les passions des hommes. Dans une négociation, l'affaiblissement stratégique ne consiste pas à blesser, mais à comprendre comment l'autre pense qu'il peut être blessé. Tu observes ses réactions, tu testes des mots, tu notes ses résistances. Et surtout, tu adaptes ton rythme. Tu fais durer ce qu'il veut hâter. Tu ralentis là où il montre de l'empressement. Tu appuies sur la peur de l'inconnu s'il craint l'instabilité.